Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Nous sommes mercredi 13 mars. Merci d'être au rendez-vous de ce talk show qui vous parvient tous les matins quand il est 9h sur Radio Espace et sur nos médias partenaires, mais aussi sur nos antennes régionales. À Kindia, c'est Kanya Zika qui relaie cette émission en région forestière dans le Fouta, mais aussi dans le Kakandé. 99.7, 99 tout court dans le Nabaya à Kankan Centre. Merci de nous rejoindre. 4 possibilités, comme vous les connaissez déjà, pour réagir à nos sujets, à nos débats dans cette émission. GG au 8036 si vous êtes abonné Orange, ou faites 657 39 13 13 ou sur Twitter, hashtag espace GG. Ça se passe aussi sur notre site internet www.espacefmguinée.info. À la une, environnement, la Guinée qui n'échappe guère au choc dû au changement climatique consécutif des agressions continues qui subit Dame Nature. Sur le plan de la protection de l'environnement, il faut dire que le constat est loin d'être reluisant en Guinée, alors que plusieurs aires protégées, des cours d'eau, des forêts classées et des bordures de mer sont menacées de disparition. Les instruments et mesures mises en place par l'État pour éviter un dérèglement écologique dans le pays semblent ne point apporter la réponse attendue. L'illustration dramatique de cette inefficience, c'est la destruction du couvert végétal dans les zones minières du pays. Que fait le fonds de sauvegarde de l'environnement à cet effet? On pose la question ce matin dans cette émission. À quelle fin servent les taxes et les financements extérieurs engagés par ce fonds? Pour quels résultats concrètement sur le terrain? Nous poserons toutes ces questions à notre invité qui n'est autre que M. Amadou Sebouri Touré. Il est le directeur général du fonds de sauvegarde de l'environnement. Il sera avec nous dans cette émission. La coalition des partis alliés de la mouvance présidentielle qui se mobilise pour soutenir les actions du président Alpha Condé. Meeting géant attendu demain au Palais du Peuple sous l'égide du chef de l'État en personne. Mais cette initiative n'est pas de quoi faire pavoiser dans les rangs du parti au pouvoir. On essaiera d'en savoir davantage dans cette émission. Il y a quel besoin d'organiser une manifestation de soutien aux actions du président Alpha Condé? Y a-t-il un quelconque agenda caché derrière cette manifestation? On va poser la question à M. Tokpa Laforêt. C'est donc un des membres de la COPAM. Il sera avec nous dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à ce menu. Merci de rejoindre l'équipe. Moussa Moïse, bonjour. Bonjour, Aboubacar Titi Diallo. Bonjour Nabila Issouma, Nabila Issila. Bonjour Tambaza Karim Milomono. Bonjour Aboubacar Diallo, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bien, pour commencer... C'est un zézaillement malincanisé. Hein. Bien, Jacques Lewaleno. Ah bah ça marche. Bien, déguerpissement à Kipédé, Moussa, c'est pas passé inaperçu. Les opérations lancées avant une décision finale de la justice. J'ai d'abord été très surpris de lire sur certains sites internet que les populations, à mes yeux qui sont les victimes, qui ont tenté donc un procès contre l'État pour être rétablis dans les droits, que la justice a débouté donc ces personnes en disant que c'est plutôt vous qui vous présentez comme des victimes, c'est vous qui devez à l'État, c'est vous qui devez dédommager l'État. Je tombais des nues, je ne comprenais pas, parce qu'au-delà de tout ce que l'on fait dans un environnement de gouvernance, l'être humain est au centre de tout. C'est ce qu'on oublie. Qu'on parle de justice, qu'on parle d'économie, qu'on parle de politique, l'être humain est au centre de tout. Parce que sans l'existence de l'être humain, sans nos présences, on ne pourrait pas parler de ces outils juridiques, économiques et autres, parce que ça ne servirait qu'à gouverner de la végétation peut-être. J'ai été d'abord très surpris de cette décision de justice. Mais au-delà de tout, alors que cette saga judiciaire n'a pas encore pris fin, on était tous surpris hier, alors que nous étions dans ce studio, de voir que les bulldozers étaient entrés en action à l'œuvre du côté de KIP2. Moi, je n'ai rien compris. Au fait, le cas de Cap et le cas de KIP2, ce sont quand même deux cas qui sont très distincts, qui sont très différents. Très différents. Parce que de l'autre côté, il y a quand même des familles
qui ont reçu de certaines autorités publiques à l'époque des documents leur autorisant de s'implanter là. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. On aurait pu prendre le temps d'attendre, par respect quand même pour cette justice, d'attendre que le dernier mot soit prononcé, parce qu'on rend la justice quand même au nom du peuple de Guinée, qu'on attende que le dernier mot soit prononcé avant d'amener les bulldozers, de cette manière humilier les familles. Je pense qu'au-delà de tout, c'est un spectacle désolant. Mais il y a cette image qui a fait le tour de la toile hier, Moussa. Cette image de cette femme qui a les mains levées vers le ciel. Vous savez, moi, c'est très triste. Moi, je vous dis, je crois une chose. La justice des hommes existe, mais celle de Dieu aussi. Et celle de Dieu, elle est implacable. C'est clair. Et le fait pour elle de lever les mains vers les cieux, ça veut tout dire. Sur terre, je n'ai pas trouvé de moyen pour me défendre. Sur terre, on n'a pas entendu mes cris. On n'a pas entendu ma détresse. Quoi que l'on dise, même si ces populations se sont implantées là, de façon illégale, elles ne l'ont pas fait à tue-tête. Je suis désolé. Des administrateurs civils, des responsables chefs de quartier, des maires à l'époque peut-être, ou autres délégués agissant au nom de l'État. Quelqu'un, quelque part, a pu prendre un bout de document pour permettre à ces gens de s'installer là. Pourquoi frapper de l'autre main les plus faibles, les plus les moins aptes à se défendre, et laisser du côté ceux qui ont failli à leur devoir de veiller peut-être sur les réserves. Il faut quand même rappeler, Moussa, qu'il y a beaucoup de maisons appartenant à des hauts commis de l'État, mais aussi à des hauts responsables politiques dans ce pays qui ont été mis à sac. Non, s'il vous plaît. Non, mais la maison des colonels PV des douanes, elle a été rasée. Abaka, c'est la même chose. C'est un exemple que j'ai. C'est un exemple, mais moi je dis, je ne fais pas de différenciation, Moussa. C'est bien que tu donnes l'exemple. Oui. Je ne t'en veux pas pour cela. Mais je veux dire que ce n'est pas normal qu'on détruise la maison d'un commis de l'État, d'un douanier ou d'un directeur bien placé quelque part, ou quelqu'un même, un haut commis de ce régime. Ça ne dédouane pas le fait que pas l'État du tout. Alors là, pas du tout. a mal agi. Moi, je vais vous dire, dans ce pays, vous êtes au courant, des bâtiments publics appartenant à l'État, construits sur des terrains, des domaines de l'État, ont été juridiquement modifiés et ils appartiennent aujourd'hui à des privés. Vous le savez tout comme moi. Effectivement. Et ces personnes sont connues, elles sont là parce qu'elles sont nanties, elles ont de l'argent, elles ont pu modifier le statut juridique de ces documents. Elles habitent dans ces bâtiments. Ces pauvres populations de caporaux de Kipe 2 avaient-elles la possibilité de le faire? Je dis non. L'État ne met pas au centre de sa gouvernance l'être humain. Le Guinéen n'est pas considéré par l'État. Je pense que cette opération est juste malvenue, inopportune. Je ne vois pas du tout ce qui presse l'État à agir de cette manière, sans trouver, même s'il s'agit des bidonvilles, sans trouver ces bidonvilles pour recaser ces personnes. On parle quand même de l'avenir de ce pays. Moi, je me pose des questions. On parle de l'avenir de ce pays, ces femmes, ces enfants. Mais je vais vous dire, le taux de criminalité qui est déjà très élevé dans la zone de Ratoma va doubler, va tripler. Et c'est nous qui sommes à côté là qui allons en pâtir. C'est toute la ville de Conakry qui va en pâtir. Vous n'avez pas fini de mettre fin aux conséquences du premier déguerpissement anarchique. Vous en créez un deuxième et un troisième. Et si c'était fait dans le but peut-être de reconstruire pour permettre à ces populations, ces familles d'être recasées, ou bien pour construire des choses d'utilité publique, on aurait pu quand même essayer de contenter ces familles. Mais je vous dis, on déguerpit alors qu'on n'a même pas les financements calés pour reconstruire les lieux, pour passer à l'action. Vous enlevez les gens sur des lieux qui vont rester comme ça vierges. Est-ce que tu sais que le palais de justice, le grand palais de justice de la Guinée devait être construit dans la zone des centres, comment on appelle, Prima Centa. L'espace avait été dédié au département de la justice, mais ça a été bradé, ça a été revendu à des étrangers. Mais il y a eu un arrangement. À des opérateurs économiques sur ce dossier, étrangers. Nous étions au courant, il y a eu un arrangement à ce niveau, ils se sont entendus. Parce que celui à qui appartenait quand même le domaine en premier, c'était plein. Mais ils ont trouvé, puisque le bras qui agissait était le plus fort, ils ont trouvé moyen de le calmer. Mais je vous dis une chose. De toute façon, on n'aura pas notre palais de justice. Est-ce que lorsque on a appris tous que le domaine, la zone directionnelle de Coloma a été confiée par exemple notamment à 4 grandes entreprises locales pour pouvoir commencer les travaux depuis l'officialisation de cette information. Et puis la pose de la première pierre. La pose de la première pierre. Vous avez vu une seule pioche? Moi, je ne vois pas en tout cas cette société en train de travailler. Pas du tout. Est-ce que l'État aussi, c'est quand même avoir un cœur? C'est pas normal. C'est pas normal. Bien. Vous ne pouvez pas quand même enlever de façon aussi honteuse les populations de leurs abris
à quelques mois quand même de la saison des pluies, les mettre comme ça dehors, comme s'il s'agissait de simples vulgaires réfugiés, sans penser à les recaser, c'est pas normal. Quelle que soit la faute. Il faut commise, un minimum de cœur. ce n'est pas normal. Il faut un minimum de cœur. Allez-y, Tamba. Et ce que nous savons, c'est que là-dessus, on a eu quand même ces indiscrétions, ces confidences. Le Premier ministre est très mal à l'aise sur cette question, Tamba. Je vais vous dire, Aboubacar Diallo, au-delà des apparences, tout le monde est mal à l'aise avec ce qui arrive. Même ceux qui cassent. J'ai essayé de me mettre dans la peau de celui qui gère la machine. Aboubacar, imaginez, vous êtes là, vous êtes probablement payé combien? 700 000, 1 million ou 1 million 500. Vous avez une machine qui écrase tout. Même vous êtes mal à l'aise. Effectivement. Et je pense que tous ces Guinéens qui observent cette situation, moi j'ai vu l'image d'hier de cette dame les bras levés vers le ciel, abandonnée par tout le monde, qui n'entrevoit plus d'avenir à sa vie. Je pense que ce cri-là, l'expression de ses bras tournés vers le ciel, c'est comme l'orphelin, c'est comme la veuve, c'est comme le pauvre qui sait qu'il n'a plus aucun recours que le ciel. Cela dit, j'écoute Moussa Moïse ce matin, ça ressemble, en fait, j'ai comme l'impression qu'il nous a écoutés depuis tout ce moment où l'on revient sur cette situation. Premièrement, sur l'opportunité de venir casser. On a dit quel objectif est-ce qu'on visait. Au-delà des objectifs, on avait posé la question du financement. Est-ce qu'on a réuni le financement nécessaire pour ça? Est-ce qu'on a pris le temps de dépareiller les occupants qui sont là-bas? Parce qu'il y a à l'intérieur de ces zones-là qui sont véritablement les propriétaires de ces domaines sur lesquels l'État est en train de venir. Est-ce qu'on a pris le temps de faire la part des choses entre ces primo-occupants, comme je disais hier, et ceux qui en réalité ne sont pas propriétaires de l'espace qu'ils occupent? Parce que ça, c'est très important. On a parlé également de ces Guinéens. Tous les premiers ministres confondus, à part M. Lansana Kouyaté, d'autres ministres, d'autres directeurs ici, qui ont des domaines de l'État, alors qu'ils étaient aux affaires, on a comme sorti une sorte de coïncidence et on a dit, eh ben voilà, il y a une villa de l'État qui est en vente. Comme par hasard, ce sont les seuls Guinéens qui ont eu de l'argent pour acheter ces villas-là. Alors qu'on sait que d'autres personnes auraient pu acquérir ces biens. Ce sont eux qui les ont acquis. On a également pointé du doigt cette injustice. Cela dit, face à ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, moi je veux quand même interpeller chacun, appeler tout le monde à plus de prudence. À la fois dans la communication, à la fois dans les réactions. Parce qu'en réalité, ce qui peut aider dans cette situation, c'est la sérénité, le recul nécessaire pour observer cette situation en toute lucidité. Ouais. Il faut que ceux qui sont propriétaires de domaines là-bas bénéficient d'un recasement d'abord, ensuite d'un dédommagement de l'État. Mais ça ne va pas se faire dans le brouhaha, ça ne va pas se faire dans ces cris. Il faut que l'on recule avec objectivité, que l'État aille à ça, parce que c'est également là qu'on a pointé du doigt une des nombreuses failles de l'État dans cette situation-là. On n'a pas pris le temps d'identifier ces personnes-là et de les catégoriser. On est juste venu, on a dit, on a cassé. Parce qu'on a dit, on a érigé le domaine en centre directionnel. Ça ne suffit pas. Et l'État guinéen le sait. Mais il faut y aller au cas par cas. Ceux qui méritent dédommagement, qu'ils soient recasés, qu'ils soient dédommagés. Ceux qui ne le méritent pas, moi je l'ai dit dernièrement. On va encore dire, il n'a pas de cœur. Mais je vous assure, quand j'ai vu ces images, c'est impossible de ne pas souffrir des images qu'on voit. C'est impossible. Limite, vous pleurez. Autrement, vous vous rébellez, vous vous indignez tout simplement. C'est impossible à tout humain de ne pas réagir comme chacun de nous est en train de réagir. Mais face à un pays comme la Guinée, il faut quand même se poser une série de questions. Autant on veut déguerpir ces gens, rendre à l'État ce qui lui appartient. Je l'ai dit encore précédemment, il faut que tous ceux qui ont pris un lopin de terre de l'État le rendent. Même si on dit l'État a mis en vente. Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas comment ça se fait. C'est seulement quand ils sont aux affaires que l'État met en vente et ce sont eux qui achètent. Il faut que l'État reprenne ce qui lui est dû. Parce que l'État en a besoin.
les Guinéens en ont besoin. De l'autre côté, ceux-là qui ont acquis dûment ces domaines-là également, on a parlé de la justice. En plus des mesures d'accompagnement, parce que, je l'ai dit et nous l'avons tous dit d'ailleurs, l'État a créé une situation d'urgence humanitaire. S'il ne veut pas se bouger, c'est lui qui voit. Mais voici la situation, elle est une urgence humanitaire. Que fait-on? Moussa Moïse parlait de l'imminence de la saison des pluies. Il y a la question de l'éducation, il y a la question de la santé. Il y a un spécialiste qui tirait déjà la sonnette d'alarme sur les risques liés à une épidémie de choléra. Effectivement. Si rien n'est fait. Mais la situation sécuritaire en est une autre. Une des conséquences plus lointaines, c'est cette situation d'instabilité que nous vivons à travers tout le pays, du fait de premiers déguerpissements dont on n'a rien tiré comme leçon. Ceux qui ont vendu ces domaines à ces gens, ils doivent le payer. Parce qu'il faut que la justice s'applique. La justice de Dieu, moi j'y tiens. Mais la justice des hommes d'abord. Il faut que ces gens la payent. Mais l'État, il est où finalement? Tout le monde crie, mais ça ne semble déranger personne. Le Premier ministre, vous me dites, il est dans de petits souliers, il soutient mal cette situation. Mais c'est quand même le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est une situation face à laquelle il faut absolument réagir. On ne va pas s'arrêter à dire aux gens, moi je n'étais pas d'accord. Mais pendant ce temps, on est quand même le Premier ministre et le chef du gouvernement guinéen. Je pense à Aboubacar Diallo. Le Premier ministre de qui? Vous savez comment ça fonctionne? Aboubacar, il y a une chose. C'est pas une histoire de Premier ministre de qui ou de Premier ministre de quoi. Il y a une chose à dire et elle est bien simple. Face à une telle situation, il faut avoir du cœur, il faut avoir du caractère. Si on n'est pas entendu pour rendre service au peuple de Guinée, pourquoi ne pas démissionner? Je pense que ça, c'est un bon message que M. Kassori Fofana va envoyer aux Guinéens. Pourquoi ne pas démissionner face à une telle situation? Je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Ceux qui méritent d'être dédommagés, qu'on les dédommage. Ceux qui ne le méritent pas, qu'on aille vers ceux qui leur ont vendu des domaines là-bas et que ces personnes soient traquées. Qu'elles ne soient pas poursuivies simplement comme la justice a l'habitude de faire. Il faudrait que des mesures soient plus dures qu'elles ne sont déjà. La loi, elle est dure, mais il faut qu'elle soit plus dure pour ces personnes-là parce que c'est un crime. Bien. Et je rappelle, Aboubacar Diallo, si l'État, n'importe quel État, et il faut rappeler que c'est quand même de l'État qu'on parle, s'il ne peut pas, s'il doit payer pour les bêtises de chacun de nous, on va l'enterrer. On va enterrer notre État. Et l'État a l'obligation d'agir pour pouvoir survivre, pour que ceux qui ont vendu indûment puissent payer, pour que l'urgence humanitaire soit réglée, pour que ceux qui ont droit à un lopin de terre puissent l'avoir et qu'ils soient dédommagés. Monsieur Alpha Condé, plutôt que d'organiser, ça c'est au RPG, il faut le dire, plutôt que d'organiser des rencontres comme ça, grand rassemblement, on va en parler tout à l'heure, et demander un troisième, quatrième, cinquième mandat, ça c'est une interpellation, c'est une situation qui doit les interpeller. Si on ne veut pas agir comme ça, c'est qu'on ne veut pas construire le pays. Bien. Et c'est pas par des humeurs, et c'est pas par le cœur que ça s'organise. L'État est régi par des lois. C'est pourquoi on voit que l'État est souvent dur, que l'État est souvent insensible. Mais le minimum, c'est que l'on puisse appliquer les lois qui régissent le fonctionnement d'un État. Voici mon cri de cœur ce matin. Tamba, merci. Colersen. Allez-y, Jacques. C'est quand même frappant, qui est étonnant, c'est quand même le fait que l'État engage ces opérations de démolition alors qu'il n'y a aucune décision finale venant de la justice, Jacques. Et je voudrais revenir sur ça parce qu'il y a une question qui reste posée. J'ai comme l'impression que le tribunal de premier instant de Dixine est allé même contre la sortie d'Ibrahima Kourouma parce que dans sa communication, lorsqu'il y a eu les premières casses, il y a eu une indignation générale. Il est sorti, il a fait une communication. Et je crois que c'est lui qui avait lancé ce mot traitement du dossier au cas par cas. Et on a eu aussi des informations comme quoi, je ne sais pas comment ça a été finalement traité au tribunal, mais on a eu des informations comme quoi au niveau de Kipé 2, il y a des zones qui appartenaient déjà à des privés avant que la zone ne soit érigée en zone réservée de l'État. Est-ce qu'il y a eu par le passé un dédommagement? Le ministre dit qu'il y a eu des dédommagements. Les citoyens disent qu'ils n'ont jamais été dédommagés. La question reste quand même posée. Il fallait qu'on ait un traitement en profondeur de ce dossier-là pour comprendre si l'État par le passé a pu vraiment désintéresser les gens. Mais quand vous avez remarqué que l'État est resté sourd. L'État reste sourd complètement. Ouais, l'État ne communique pas sur ces tous aspects. les appels
formel. L'État ne communique pas sur ces aspects. Et au moindre discernement, il n'y a aucun discernement. On agit, mais les yeux fermés, la tête dans le guidon, on fonce sur les maisons de tout le monde et on écrase tout. C'est extraordinaire. Et la décision du tribunal, comme je le disais, c'est comme si elle contredisait un peu le ministre qui avait fait cette sortie. Parce que la question reste posée, il n'y a pas de réponse. Ce dédommagement, est-ce qu'il a été fait? Les citoyens disent qu'ils n'ont jamais été dédommagés. Qui paie deux en tout cas. Maintenant, l'État dit qu'il... Oui, même Kapororaï, on le dit. Bon, de toute façon, Kapororaï, il y a eu une première casse en 1998. Là, on peut estimer que les gens qui sont revenus après se sont entêtés. Mais pour qui paie deux, qui n'a pas fait l'objet de déguerpissement en 1998, donc c'est pour la première fois on y entre, il fallait quand même qu'on traite le dossier en profondeur. Mais quand on observe la rapidité avec laquelle le tribunal a géré ce dossier, c'est-à-dire aussitôt la plainte a été portée, aussitôt la décision est tombée pour dire bon, c'est vous qui devez plutôt payer de l'argent à l'État. Il faut dédommager l'État à hauteur de 500 millions. 500 millions de francs guinéens. Donc ça reste quand même un problème véritable. Maintenant, l'autre chose que je voulais signaler, je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit on ne peut pas créer un ministère et lui dire votre rôle c'est de casser. Un ministère de la ville, de l'aménagement du territoire, donc qui s'occupe de l'habitat, aurait pu avoir derrière un agenda plutôt de construction, d'aménagement de la ville, d'urbanisation, parce que nous baignons dans une urbanisation anarchique. Mais depuis 2011, ça ce n'est pas seulement Ibrahima Kourouma, tous ceux qui se sont succédés à la tête de ces départements ont plutôt pour intention ou pour mission principale, pour agenda de casser. J'apprends même qu'aujourd'hui encore il fait une tournée dans la ville de Conakry, peut-être pour identifier d'autres zones encore où les machines vont se diriger dans les prochains jours. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce qui reste clair, on ne peut pas ériger les chefs de ce département en casseurs. Ça ne peut pas fonctionner. L'autre chose par rapport à l'urgence humanitaire qui est aujourd'hui, parce qu'il y a une crise, l'État peut-être ne va pas y faire face. Mais moi, je pense que les organisations de la société civile qui font des appels sur les réseaux sociaux peuvent véritablement s'organiser. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser ces victimes elles-mêmes mener à elles seules le combat. Parce que déjà, ils se retrouvent, ils discutent entre eux, c'est des guerpilles, et puis envisagent un certain nombre de démarches. Mais je crois qu'ils sont petits face à cet État. Il faut qu'il y ait derrière une mobilisation forte. Si elle peut aller... La société civile est comme l'État guinéen. On est uniquement dans la dénonciation. Sinon, ça fait quoi? De monter un projet d'urgence pour ces personnes-là. Voilà, il faut quand même quelque chose de très concret pour qu'il y ait quand même une revendication véritable à poser à l'État et que l'État prenne la mesure qu'il faut pour quand même reloger ces gens, les recaser et puis les mettre dans toutes les conditions, surtout pour ces élèves qui n'étudient plus depuis le début de cette opération. Ils n'étudient pas. Parce que ce n'est pas l'établissement. Il y a des établissements qu'on a laissés là-bas. Mais puisque les familles n'y sont plus, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Il faut trouver la solution pour que ces enfants-là puissent véritablement étudier comme leurs collègues. Ils ont laissé des écoles, je comprends bien, mais ils ont laissé une mosquée. Vous savez, je ne suis pas musulman, mais je sais que souvent, les musulmans vont dans des mosquées de proximité. Et pendant ce temps, on a cassé tout l'alentour. Et on a laissé la mosquée au milieu. Vous comprenez un peu? Le cimetière aussi. Vous imaginez, hein? Bien. Allez-y. La superstition bat son comble. Je pense que le principe est clair. La politique sert les hommes et non le contraire. Je ne peux pas comprendre que ces responsables, ceux en tout cas qui ont poussé jusqu'à l'application d'une telle décision inopportune, je ne peux pas imaginer que ces personnes puissent avoir un sommeil paisible lorsqu'elles dorment. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Bien. Que tu puisses, sous tes beaux l'oreiller, dormir tranquillement, rêvasser, alors que tu sais, au fond de toi-même, qu'une femme et ses enfants dorment à la belle étoile. Alors que tu sais que ces femmes et ces enfants ne peuvent pas avoir de quoi manger parce que tout simplement, le petit abri qui leur restait, vous les avez détruits. Parce que tu sais au fond de toi que cet enfant ne pourra pas aller à l'école. Parce que tout simplement, il ne sait pas où revenir une fois sorti de l'école. Je ne sais pas s'il y a une place pour un cœur dans ces poitrines-là, parce que je pense, à mon avis, que c'est plutôt une pierre
que ces personnes ont à la place du cœur. Sinon, on ne pourrait pas agir de cette façon. Il y avait plusieurs méthodes. Il y avait plusieurs méthodes pour le faire, pour récupérer ces domaines. La méthode utilisée, elle malsaine. Bien. Cette méthode, elle est maléfique. Il faut le dire clairement. C'était notre cri de cœur face à cette situation qui se déroule donc sous nos yeux impuissants à Kapoura et à Kipédu. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.